Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue. Bienvenue au Midi Causerie Télétravail Académie. Les rencontres sont enregistrées, donc soyez-en avisés. On va vous demander de poser vos questions à l'aide de l'outil Q&R ou Q&A en fonction de la langue de votre interface. Euh, Télétravail Académie, c'est quoi? C'est une entreprise dont la mission est la démocratisation et la démystification du travail à distance. Autant le travail hybride que le télétravail. On a un volet corporatif dans lequel on aide les entreprises à trouver la balance, l'équilibre entre le travail en présentiel et le travail à distance. Donc, on le fait à travers plusieurs services, l'optimisation du travail à distance pour les petites entreprises et comme les grandes, dans tous les secteurs d'activité confondus. On a un volet communautaire. Dans ce volet-là, on donne du contenu à valeur ajoutée gratuitement grâce à nos généreux sponsors, comme par exemple des vidéos de formation disponibles gratuitement sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube du même nom. On a aussi, comme aujourd'hui, les midi-causeries. Donc, c'est une plateforme en temps réel, un format confortable, 45 minutes à l'heure du lunch, une fois par mois. Et aujourd'hui, notre sponsor, c'est Visionium. C'est quoi Visionium? C'est une entreprise qui offre des programmes d'intégration, des programmes de formation, du transfert de compétences et des outils d'intégration et de formation. Notre conférencière, Mélina Dufour, nous offre sa conférence, ou plutôt sa causerie, Intégration réussie, plus motivation égale rétention. Mélina, je te laisse la parole. Merci Hugo. Alors, bonjour tout le monde, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, pourquoi est-ce que mon sujet, c'est intégration réussie plus motivation égale rétention? En ce moment, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas entendu parler de la pénurie de personnel compétent? Je pense que non. Donc, vous le savez, on veut avoir des gens qui travaillent dans les entreprises. C'est un problème actuellement. Puis finalement, on se dit, mais on en engage, mais ils partent. C'est quoi le problème? On veut augmenter le temps qui est dur dans notre entreprise, ces personnes-là. Donc, ça nous prend une intégration qui va être réussie. Mais l'intégration toute seule, ce n'est pas la seule chose qui est importante. Ça prend aussi de la motivation. Puis la motivation, ben, ce n'est pas la seule chose qui est importante parce que vous avez beau être super motivé puis d'avoir toutes les belles intentions du monde, si le programme d'intégration, la façon que c'est fait, ce n'est pas réussi, bien, les deux, un ou l'autre, ça n'augmentera pas la rétention. Donc, ça prend une combinaison des deux. Donc, Hugo est parti, mais je suis pas mal certaine qu'il vit ça lui aussi avec Donc, ses je suis juste clients. à côté de toi, je veux pas, je veux pas t'enlever de l'attention. Donc, Ben non, c'est parfait. Donc, rétention du personnel en télétravail autant que dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qui est super important. C'est ce qu'on vise. Mais là, comment on fait ça, une intégration? Souvent, on se dit, bah, il y a juste à venir. Là. Moi, quand j'ai appris là, à travailler quand j'étais jeune, j'ai regardé les autres comment ils faisaient, puis les nouveaux, ils ont juste à regarder comment on fait, puis à faire la même affaire. On faisait ça dans le temps, mais ça a évolué. On apprend comment mieux faire les choses. C'est comme plein d'autres éléments dans la population. On n'a déjà pas eu Internet pour travailler aujourd'hui. On ne sait pas comment on ferait pour faire ça. Donc, créer un plan d'intégration structuré qui est stratégique, c'est quelque chose qu'on sait maintenant comment faire, puis qu'on peut bénéficier pour en faire profiter l'organisation au complet. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il faut se demander c'est quoi notre intention. Quand on intègre une personne dans notre équipe, que ce soit en télétravail, en personne ou même des partenaires, des fournisseurs, on veut travailler, établir une relation à long terme. Mais notre premier désir, c'est qu'ils reviennent. En ce moment, c'est ça qu'on veut. Fait que quand on commence, notre intention, c'est de faire en sorte que la personne revienne demain matin. Il faut vraiment s'en souvenir parce que souvent, quand on commence avec une nouvelle personne, on veut tout être gentille et lui donner toutes les connaissances qu'on a dans notre tête. Mais ce n'est pas ça qu'on devrait faire. Parce que pour vrai, même si tu me donnes accès à la bibliothèque complète qu'il y a chez vous, je ne pourrais pas lire tous les livres toute la même journée puis absorber tout le contenu.
Ben, c'est la même chose avec une personne qui rentre dans votre organisation. Même si tu lui fournis tout d'un coup toutes les connaissances qu'il y a dans ta tête pour être capable de bien faire le travail, elle ne peut pas tout absorber, tout lire, tout savoir du premier coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un programme échelonné. Un programme qui va boucher par boucher et de façon stratégique, parce qu'on ne peut pas montrer quelque chose de plus loin avant d'y avoir montré les bases. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on va enseigner, pourquoi, puis jusqu'à quel stade. Ensuite, ben, enseigner, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un métier. Okay? Puis, oui, il y en a qui sont allés à l'université pour apprendre comment enseigner, ce qui est mon cas, mais il y en a qui sont très, très bons dans leur travail, mais quand ils arrivent pour enseigner comment faire ça, c'est autre chose. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc, on peut apprendre à mieux enseigner, à mieux répondre à des questions. Puis pour vrai, ça va tout changer. Parce que la personne, si elle pose une question, puis que vous ne savez pas comment y répondre, ça se peut qu'elle ne vous pose plus de questions après si vous avez répondu de façon moins délicate, moins humaine. Donc là, on va parler beaucoup de soft skills. Donc, les soft skills sont super importantes pour aider, accompagner une personne dans son apprentissage. Donc, l'intégration inclut un plan. Ça inclut aussi de former les acteurs, je vais appeler ça les acteurs, qui vont amener l'autre personne à apprendre. Que ce soit le gestionnaire, il va y répéter souvent plusieurs choses à faire, il va faire des enseignements, il va faire une rétroaction. La rétroaction, c'est un enseignement de quelques secondes qu'on fait parce qu'on vise à ce que la personne améliore quelque chose qu'elle est en train de faire. Donc, une façon de faire une rétroaction. Il y a une façon de se préparer, de faire un suivi. Ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir pratiquer, travailler avec les gestionnaires. Puis là, on parlait de motivation. Tu sais, la personne qui est assise à 8 chaises. Si cette personne-là, elle n'est pas motivée dans son travail, là, elle n'est pas collée, mais elle est loin. Mais si elle n'est pas motivée, en tant que nouvelle personne dans l'organisation, je me pose des questions. Ça va peut-être faire que je n'aurai pas le goût de revenir travailler dans l'organisation. Donc, la motivation, c'est le deuxième pilier sur lequel il faut travailler. La motivation des gens proches de la nouvelle personne, la motivation de toute l'équipe et la motivation, bien sûr, de la personne qui rentre dans l'organisation. Fait que motivation, pour moi, c'est un des piliers super importants à travailler. Es-tu d'accord avec ça, Hugo? Absolument. Je veux juste savoir, tu parles du rôle de la motivation, mais ça incombe à tout le monde, toute l'équipe, pas seulement le gestionnaire, n'est-ce pas? Exactement. Fait que la motivation, c'est une responsabilité de tout le monde. Si une personne ne revient pas, ça se peut que ce soit juste à cause d'une personne qui était dans l'autre équipe d'à côté qui n'est pas motivée puis qui a de l'air drainé par son travail. Ça donne une mauvaise impression. Fait que tout le monde dans l'équipe, dans l'entreprise, a la responsabilité d'être assez motivé pour motiver la nouvelle personne qui commence, puis ensemble, faire en sorte que la personne va avoir le goût de travailler dans l'équipe. Fait que oui, Hugo, la motivation, c'est une responsabilité commune à toute l'équipe au complet. Puis ça, on ne peut pas passer à côté. Merci. Je te vois venir avec la prochaine question. Comment fais-tu? Je veux juste inviter nos participants à poser leurs questions s'ils en ont pendant la présentation. C'est une présentation à forme libre, donc c'est une discussion ouverte avec Mélina. Donc, utilisez l'outil Q&A ou QR. Oui, question-réponse. Ça va me faire plaisir. Fait que la motivation, en passant, on dit tout le temps, OK, moi, je vais attendre d'être motivée pour faire quelque chose. Tu sais, les résolutions de bonne année s'en viennent, là. La motivation, c'est comme le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver, notre motivation. Il ne faut pas s'attendre à ce que nos employés, tout d'un coup, ils vont être motivés parce que vous avez fait une chose en particulier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La motivation, c'est quelque chose que tu dois créer, que tu dois comprendre, que tu dois savoir comment ça marche, un peu comme le bonheur, il faut le créer. Donc, comment est-ce qu'on va créer notre motivation personnelle? Puis comment on va créer la motivation dans notre écosystème, dans notre équipe de travail pour s'assurer que tout le monde est motivé, que tout le monde a le goût de venir travailler, que tout le monde a le goût de s'impliquer pour le bien de l'équipe et de l'organisation.
Puis ça, c'est le défi actuellement. Surtout à cette période de l'année, le novembre vient de terminer, la motivation, souvent, elle descend un petit peu plus avec la lumière qui descend aussi. Là, on va avoir la motivation des fêtes, mais pour le travail, c'est autre chose. Avais-tu une question? Oui, on a en fait Michel qui veut savoir si les entreprises qualifiées ISO doivent avoir un plan d'intégration. Là, je ne me prononcerai pas sur les qualifiés ISO, mais toute entreprise devrait avoir un plan d'intégration s'ils ont des employés. Puis là, je dis s'ils ont des employés, mais en fait, si vous avez des clients, vous devriez avoir un plan d'intégration de la clientèle. Si vous avez des partenaires, vous devriez avoir un plan d'intégration des partenaires. Si vous avez des fournisseurs aussi. Tout le monde doit apprendre à travailler avec vous. Fait que ça ne donne rien d'attendre d'avoir une norme ISO. Aussitôt que vous êtes en relation de travail avec d'autres personnes, vous devriez avoir un plan. Le plan n'a pas besoin d'être toujours compliqué, mais il a besoin d'être réfléchi à l'avance pour pas que ce soit de l'improvisation à la dernière minute. On a besoin de savoir, par exemple, on va avoir des tâches à faire enseigner à cette personne-là. Qui va faire cet enseignement-là? Qui va faire les suivis? L'enseignement qu'on va faire sur telle tâche ou sur telle tâche, est-ce qu'on a besoin d'aller juste dans les connaissances de base? Parce que la personne a juste besoin de le savoir pour être capable, par exemple, la personne répond à notre téléphone, elle a besoin de savoir des choses juste de base pour être capable de référer le téléphone à la bonne personne. Donc, des connaissances de base. Est-ce qu'on a besoin de connaissances plus intermédiaires? La personne a besoin d'être capable de savoir assez de choses sur le sujet pour prendre des décisions par elle-même, puis choisir d'utiliser un outil par rapport à un autre outil. Donc, il faut aller plus loin dans la formation. Est-ce qu'on a besoin de connaissances avancées? Parce que cette personne-là, non seulement il faut qu'elle connaisse les choses, mais il faut qu'elle soit en mesure de faire des plans stratégiques puis d'enseigner à d'autres personnes. Mais là, il faut aller encore plus loin dans la formation. Donc, pour chaque tâche qu'on doit enseigner à la personne, il faut savoir le contenu, il faut savoir qu'est-ce qu'elle connaissait avant, jusqu'où on veut aller pour être capable de planifier chacun des enseignements de façon stratégique dans l'entreprise. Donc, peu importe que ce soit manufacturier, que ce soit de service, que ce soit en télétravail ou non, il faut un plan tout le temps. On a Carole qui aimerait savoir quels sont les moteurs de motivation. Les moteurs. Et ça, super intéressant, Carole, parce que c'est différent pour chacun. C'est plate comme réponse. Chaque personne est motivée par des choses différentes. Donc, une des choses qu'on fait dans un atelier de motivation avec les équipes, on va apprendre c'est quoi la motivation. La motivation, c'est entre autres intrinsèque. Ça veut dire que chaque personne est motivée par des choses différentes. Donc, il faut apprendre à connaître chacun des individus de l'équipe pour savoir par quoi cette personne-là, elle est intrinsèquement motivée. Et là, on peut inclure ça dans nos plans en fonction des personnes qu'on a. Ensuite, au niveau de la mobilisation, parce que là, je fais une distinction entre motivation et mobilisation. Motivation, c'est une sensation. Mobilisation, c'est quand on veut essayer de faire bouger les gens. Donc, je vais parler de mobilisation. Quand on veut mobiliser une équipe, ça prend des clés. Ça prend, entre autres, un cadre qui va être vraiment précis. Des fois, on veut laisser aller les choses, mais si la personne ne sait pas exactement c'est quoi les attentes, elle ne peut pas les attendre. Donc, ça prend des attentes et un cadre précis. Ça prend aussi, à l'inverse, une possibilité de faire des choix. Si la personne, tout est décidé à l'avance pour elle, il y a un petit sentiment de révolte intérieure qui ne marche pas. La personne a besoin de sentir qu'elle est capable de faire des choix. Quel outil je vais utiliser, comment je vais gérer mon horaire. Donc, il faut qu'il y ait une zone de choix possible. Il faut ensuite de ça d'avoir de la reconnaissance. Donc, la reconnaissance peut venir de soi-même, ça c'est l'idéal, des collègues de travail, des supérieurs, mais ça prend un système de reconnaissance qui est mis en place. Et ça prend par la suite des récompenses. Ça prend une dose de dopamine. Donc là, je sors des grands termes, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que quand la personne a accompli quelque chose, il y a une récompense qui vient avec. Récompense, ça n'a pas besoin d'être compliqué.
On peut juste la mettre dans un processus. Pour certaines personnes, des fois, là, c'est d'avoir une checklist puis de faire un crochet. C'est leur récompense. Pour d'autres personnes, ça va être d'aller prendre un café spécial quand ils ont fini tel dossier. En autant qu'il y ait quelque chose d'associé pour motiver la personne, ça, c'est des choses qu'on va mettre dans un système de mobilisation des équipes. Hugo, t'avais-tu des idées qui te viennent en tête, toi? Pour motiver les équipes, Ouais. moi, en fait, ce que j'ai l'impression de l'expérience avec la clientèle chez Télétravail Academy, c'est que le personnel doit jouer un rôle prédominant puis, pour motiver les troupes. Tu sais, il faut qu'il y ait beaucoup de non officiel, un aspect là, tu sais, où on se parle pas nécessairement du travail, où ce qu'on sente qu'il y a une cohérence au niveau des équipes, puis à distance particulièrement, ben ça se planifie ça. Ouais. Donc, j'ai l'impression que, par exemple, le club social doit organiser des événements, puis il doit être parrainé par les dirigeants pour, par exemple, pour que ce soit financé ou ce genre de choses-là, mais pas toujours avoir le nez du patron dans les projets, là, tu sais. Je sais pas si ça a du sens pour toi, ce que je dis là. Totalement. Ça prend un accueil qui va se faire de façon formelle. Ça prend une intégration d'un être humain dans l'organisation, puis une formation à la tâche. C'est trois choses complètement différentes qui doivent se planifier. Le social, on ne peut pas juste dire ça va arriver parce que ça va arriver. Il faut que ce soit planifié aussi. Puis plus c'est simple et efficace, plus ça a été réfléchi à l'avance. Parce que Ouais, la planification, c'est la base. de l'informel en télétravail, c'est vraiment planifié à l'avance. C'est ça le secret. Puis, Juste, évidemment, il faut s'adapter, hein. C'est une adaptation qui n'est pas toujours facile. On a Carole qui a une autre question. oui. Elle voudrait savoir s'il y a différentes façons de mettre un cadre d'intégration selon les différentes générations, parce qu'il y a des gaps générationnels en plus là, à gérer. Ouais, les générations, en ce moment, c'est une grande problématique. Il y a des gens qui viennent me voir, je vais les appeler, je ne veux pas généraliser parce que ce n'est pas le cas de partout ni de tout le monde, OK? Mais on a des personnes, on va dire, plus dans la catégorie baby boomer, qui disent que les nouveaux ne veulent pas apprendre. Puis j'ai des nouveaux qui disent les baby boomers, ils ne veulent pas nous enseigner. Fait il y a un problème de communication et de valeur dans certaines organisations. Ce n'est pas partout le cas. OK? Puis dans certaines personnes, il faut premièrement aller choisir les personnes qui correspondent ensemble quand on fait le recrutement, mais il y a une façon, oui, de faire de l'éducation des deux côtés et de mettre en place un plan pour s'assurer que la communication se fasse de la bonne façon. Parce que souvent, ils veulent la même chose, ils n'utilisent juste pas les mêmes termes puis les mêmes façons de se rendre au résultat. Mais le résultat désiré est le même des deux côtés. C'est un problème de souvent de vision des choses et de communication. Que tu penses que les tests psychométriques, c'est une piste de solution pour combler ces quarts de Euh, discours? euh, Je dirais oui puis non, là. Je C'est veux pas ça. nuire à ceux qui font des tests psychométriques. Les tests psychométriques, souvent, ça va parler de personnalité, ça va parler de donner comme une étiquette, mais tu peux avoir la même personnalité des deux côtés qui, logiquement, tu penses qu'ils vont bien fitter ensemble, mais finalement, il y en a qui ont une façon de voir les choses qui ne correspondent pas nécessairement à le test qu'ils ont fait, là. Une façon OK. de communiquer qui ne correspond pas nécessairement au test, une façon je dirais pas une façon, mais un niveau de patience et de tolérance qui évolue des fois selon Hmm. l'âge et la vie de ce qu'on a de l'autre côté, que les priorités sont différentes, c'est sûr. Un jeune adulte qui a un enfant qui pleure toutes les nuits, puis la personne plus âgée qui, elle a juste hâte d'aller à la retraite, on n'a pas les mêmes priorités, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes choses qu'on vise dans notre emploi. Puis après ça, il faut s'assurer que ça corresponde puis que chacun connaît bien son rôle, connaît bien sa place dans la responsabilité de l'entreprise pour que tout le monde soit efficace et soit bien là. Hmm. Mm. Intéressant. Il n'y a pas de solution donnée finalement. C'est plate, mais il faut y aller cas par cas pour aller analyser. Effectivement, l'analyse de besoins de base, c'est l'idéal partout. Ça se ressemble, mais c'est la plupart du temps toujours des petites différences qui font en sorte qu'un plan ne peut pas être appliqué à un endroit tel que tel dans un autre endroit.
En ce qui concerne l'intégration, puis là, je parle particulièrement par rapport au télétravail, là. Ouais. Ça rend ça très, très difficile, le télétravail pour que les gens se sentent, justement, engagés, qui font partie d'une grande équipe. Il y a comme un divorce entre le discours puis la réalité parce que, tu sais, tu beau être, dans une entreprise qui a des centaines d'employés, puis si tu es en télétravail, tu es toujours bien tout seul chez vous en avant de ton écran, tu sais. Ouais. Est-ce que j'ai raison de penser que, d'envoyer quelque chose de tangible au personnel, peu importe qu'il soit à des kilomètres dans un autre pays, une petite boîte de bienvenue là, pour leur dire, tu sais, avec les logos de l'entreprise dessus, tapis de souris, un chandail, une casquette, est-ce que ça a un impact? Ça fait partie, et il y a différents types de personnes avec des motivations, mais ça fait partie des choses qui vont développer le sentiment d'appartenance rapidement. Puis ceux qui sont motivés par les cadeaux, en plus, vont vraiment beaucoup aimer ça. Ça va les aider, mais ça dure juste un certain temps. C'est Fait qu'il ça. y a d'autres choses qui est mis en place en télétravail, c'est sûr. Puis quand toute l'équipe est en télétravail, c'est tel que tel parce que tout le monde vit la même chose. Donc, on va souvent mettre plus de choses en place si toute l'équipe est en télétravail. La problématique de motivation, je la vis plus souvent dans ceux où il y a un bureau physique, il y a des gens qui vont au bureau, puis il y a d'autres personnes qui sont loin, puis eux sont en télétravail. Fait que là, eux ne se sentent pas nécessairement intégrés dans l'équipe, alors que ceux de l'équipe, souvent, ils vont travailler la même journée au bureau pour se voir. Donc, ils ont plus d'interactions sociales, tu sais, les affaires de machine à café informelles dont tu parlais tout à l'heure, alors que ceux qui sont à distance, ben, ils ne verront pas tout ça. C'est là que il faut mettre des choses en place pour qu'il n'y ait pas une injustice dans le développement, de l'interaction qui se passe entre chacun des membres de l'équipe. On a René qui cherche à avoir une recommandation ici pour que le sentiment d'appartenance, à la culture d'entreprise apparaisse. C'est quoi tes recommandations? Le sentiment d'appartenance, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, mais ça commence, avant l'entrée. Donc quand la communication commence avant même l'accueil, c'est déjà bien parti. La journée d'accueil, elle est déterminante. Souvent, les gens ne le savent pas, mais cette journée-là, ça se peut que si ça n'a pas bien été, dans 3 semaines, un mois, la personne va être partie parce qu'elle avait décidé cette journée-là qu'elle recommençait à chercher. Donc, la journée d'accueil, elle est super importante pour avoir le goût de s'impliquer. Puis ça, on le dit même dans les formations, dans les ateliers, dans toute place, la qualité de l'accueil est déterminante de la qualité de l'implication d'une personne. Donc, l'accueil, c'est vraiment, vraiment spécifiquement important de prendre soin de ça. C'est des choses qu'on dit en formation. Euh, Si vous voulez un truc, faites jamais un accueil un lundi matin. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aiment ça. Alors, mercredi après-midi, c'est le moment idéal avec plein de tests qui ont été faits dans plein d'entreprises pour commencer, pour être sûr que tout le monde soit prêt puis que ça soit juste un accueil. Il n'y a pas de formation qui se fait cette journée-là. Notre but, le seul et unique but, c'est que la personne en revienne demain matin. Parce qu'il y a 2 personnes sur 10 qui ne reviendront pas demain matin. Combien? C'est beaucoup, hein? Combien, t'as dit? Bien, ça dépend comment c'est fait, là, mais dans les places où est-ce que l'accueil n'est pas préparé, ça peut être jusqu'à 2 personnes sur 10 qui ne Ils reviendront pas reviennent pas demain le matin. lendemain. Mais c'est pas ça, là. En tout, là, pour vrai, les vraies statistiques, c'est plus comme 4 et 4 c'est beaucoup. Quand Mais même. 4 c'est parce qu'ils ont déjà quelque chose en place. Mais au niveau de l'intégration du personnel, là, souvent, on dit dans les 45 premiers jours de travail, ce qui revient à peu près à 2 mois et demi, OK? On dit qu'il y a 2 personnes sur 10 qui ne reviendront pas. Ça coûte cher aux entreprises, là. Puis ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à développer le désir de s'impliquer, le sentiment d'appartenance dont ils parlaient, qu'il faut qu'il soit développé dès le départ parce que la personne va vouloir quitter. Les gens vont venir peut-être pour un salaire, mais le salaire, ça ne dure pas longtemps comme motivation. Fait que ça prend d'autres choses. Il y Ça aura prend de toujours la quelqu'un pour culture, leur donner une pièce de plus ailleurs aussi. toujours. Ouais, Fait que ça, il faut arrêter de penser qu'on leur a offert assez pour qu'ils viennent. Oui, ils vont venir, mais est-ce qu'ils vont rester? Vous ne pouvez pas juste offrir des salaires, il faut mettre en place une culture. C'est ce qu'il disait. Puis la culture, ça commence avant le jour 1. Fait que ça prend de la préparation. Puis on ne peut pas se préparer
la journée qu'on a affiché l'emploi, là. Ça se prépare à l'avance. Idéalement, avant même de savoir qu'on a des besoins, ça serait la vérité, ça serait vraiment le fun de se préparer avant même de savoir qu'on va avoir besoin d'employés. C'est rarement ça qu'on fait. Mais plus on se prépare d'avance, plus on va être efficace. Par rapport à ta préparation, là, en ce qui concerne la formation en tant que telle de l'employé, donc, on onboard l'employé, on accueille l'employé, on se présente, on apprend à le connaître. Après ça, on commence la formation. Jusqu'ici, moi, ce que j'ai comme information par rapport à ça, pour que ce soit le plus efficace possible, c'est de penser à morceler la formation pour que ce soit digeste pour le nouvel arrivant. Tu sais, souvent, surtout pour les postes de cadre, de technicien spécialisé, les gens s'attendent à ce que l'employé fasse tout son travail au complet, Oui, parfaitement, dès le lendemain de son arrivée, alors qu'il faut, j'imagine que ça doit faire partie de la planification, oui, la vraiment. courbe d'apprentissage, puis le morcellement des fonctions, tu sais, puis des tâches. Oui, on va faire premièrement une éducation populaire, là. Si la personne, après 2 semaines, elle est efficace autant qu'une autre personne qui était en poste ou qui est en poste en ce moment, ça veut dire que vous n'avez pas engagé la bonne personne ou que cette personne-là, les autres personnes en place sont vraiment pas bonnes. C'est un ou l'autre, OK? Fait que dans un cas ou dans l'autre, ça marche pas. Si la personne est efficace après 2 semaines, c'est pas logique, là. Fait qu'il faut savoir qu'il y a un moment que ça prend avant que la personne soit juste efficace. Puis j'ai pas dit full productive, là, juste efficace. C'est entre 8 et 26 semaines selon le type d'emploi que la personne occupe. Fait qu'avant 2 mois, espérez pas que la personne va être capable de faire 100 des tâches, là. C'est irréaliste, là. Quand on rentre puis on fait un plan d'intégration puis de formation à la tâche, parce que c'est 2 choses différentes, je l'échelonne sur 1 an. Fait que oui. Fait que morceler, oui, Hugo, on va essayer de le morceler, notre plan d'intégration à Ça la dépend, tâche. j'imagine, des tâches, des fonctions, du type Oui, de poste à combler, j'imagine. ouais, mais tu sais, un poste, on va dire, de base, là, on va prendre un étudiant qui vient travailler. La formation va être échelonnée aussi. On ne peut pas s'attendre qu'avant 8 semaines, elle soit vraiment efficace, Voilà. cette personne. Fait que même cette personne-là, souvent on dit, «Ah, il va faire une formation 2, 3 jours, puis après ça, il va aller travailler». C'est ça qu'on entend, hein? Ouais. Ouais, ouais. Je m'excuse, ça sera pas ça qui va se passer, si on travaille ensemble parce que c'est pas réaliste. C'est C'est quoi comme ton processus, mettre ça en place avec ta clientèle? le processus, bien, on va premièrement faire une analyse parce qu'il y a plein de choses à voir, qu'est-ce qu'on va prioriser, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est déjà fait. Fait qu'on commence par faire un alignement initial. Après ça, on va planifier c'est quoi les transferts d'apprentissage qui sont nécessaires, c'est quoi la planification au niveau de l'intégration de l'être humain, puis jusqu'où on veut amener la personne, dans combien de temps, puis là, on va mettre, un programme en place. Je compare souvent le programme d'intégration puis de formation à un jeu vidéo, OK? Parce que là, tu parlais de petites bouchées tantôt, là. C'est le même exemple. La personne, c'est comme si tu lui donnes un hamburger, elle va prendre une bouchée, puis il faut qu'elle digère son hamburger avant de pouvoir en prendre un deuxième. Mais la formation, c'est la même chose. Un peu comme dans un jeu vidéo. Moi, je veux que la personne, elle revienne demain matin. Fait que, on va dire, les jeunes aujourd'hui qui jouent à des jeux vidéo, ils ont hâte de jouer la prochaine fois, mais on veut que ce soit la même chose. Fait que dans la formation, on va créer, on va dire des tableaux, pour faire l'exemple, pour vrai, là, des tableaux, des modules. Bon, là, dans ce module-là, on va y enseigner telle chose, mais on va y donner des missions. On va développer le sentiment d'accomplissement de la personne pour qu'elle vive des réussites, qu'elle se sente importante et impliquée dans l'entreprise, qu'elle aille chercher des étoiles. Tu sais, dans un jeu, on va chercher des vies, des étoiles, quelque chose. Fait qu'elle va avoir une récompense immédiate sur quelque chose qu'elle va avoir créé, qui n'est pas toute la tâche, c'est impossible. Puis là, quand elle a atteint ça, bien là, on passe à la prochaine étape de formation. Puis après ça, à la prochaine étape. Puis à la prochaine étape. La personne développe des outils, elle va pouvoir choisir d'utiliser quel outil au fil du temps. Fait que c'est vraiment un programme échelonné qu'on crée qui fait en sorte que la personne, tu sais, on parlait tantôt, il y a un cadre. Donc, le cadre est défini, module 1, module 2, module 3. Il y a des récompenses, il y a des missions. Tu sais, les missions, on y fait faire quelque chose, même si la personne ne sait pas tout, on va y faire faire quelque chose qui va faire en sorte qu'elle se sente importante pour l'entreprise. Donc, elle a créé quelque chose qui lui donne l'impression qu'elle est bonne.
puis qui lui donne une rétroaction, une reconnaissance des autres personnes. Est-ce que tu travailles avec des solutions logicielles de fidélisation? J'en ai vu plusieurs apparaître au cours des dernières années. Est-ce que Il c'est y en quoi ton existe opinion là-dessus? beaucoup. Oui, les technologies, il faut les utiliser. J'utilise, moi, pas nécessairement une solution parce que souvent, les clients ont déjà leur solution. Mais si jamais ils ont besoin de solution, on va les référer à quelqu'un qui va leur proposer la solution en fonction de leurs besoins à eux. Mais oui, ça existe. Puis les jeunes, aujourd'hui, ils veulent utiliser ça. Fait qu'on serait un petit peu niaiseux de ne pas les utiliser, là. As-tu des favoris parmi Non, l'offre? je ne ferai pas de publicité ici de favoris outils ou quoi que ce soit. T'es bien sage, t'es plus sage que moi. Il y a Michel qui a une question qui est assez complexe, fait que je vais la lire. Oui. Donc, je crois que ça dépend du niveau d'emploi, de la complexité de la profession. Comme tu as dit plus tôt, si la communication des marches à suivre, des politiques et de la documentation en général plutôt, est efficace, avec un bon système de rétroaction/motivation, on peut réduire la période d'intégration. C'est plus une affirmation qu'une question. Moi, c'était pas une question finalement, ça, Michel. Je suis quand même, il y avait comme plein de points intéressants. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. Il faut mettre en place plein de choses. La formation en étapes, d'avoir de la documentation. Là, je vais faire un bémol sur la documentation. Il y a des entreprises qui ont des belles procédures, des beaux cartables, là. Puis là, ils arrivent avec le cartable, là, puis tiens, puis là, ils donnent ça à l'employé. Tu liras ça, tu vas tout comprendre. Ouais, faut faire attention. C'est pas de la formation, ça. Fait que, un cartable à lire, ce n'est pas une formation. Fait qu'on peut pas prendre pour acquis que la personne va savoir quoi faire parce qu'on lui a donné un cartable. Puis deux, tu sais, dans la population, il y a presque de la moitié des Québécois qui sont analphabètes fonctionnels. Fait qu'ils savent lire, mais pas nécessairement comprendre ce qu'ils lisent, encore moins aimer lire. Puis il y a des gens qui sont dyslexiques aussi. Fait qu'on peut pas prendre pour acquis qu'on donne quelque chose à lire à quelqu'un, puis qu'il va être capable d'en ressortir l'information pour être capable de l'utiliser, malheureusement. Peu importe le niveau d'éducation, parce que oui, je pense que c'est genre, je ne vais pas dire n'importe quoi, 48 des gens qui sont analphabètes fonctionnels, puis de ce chiffre-là, il y en a 23 qui sont allés à l'université. Pardon, ça se peut, ça? Ouais, ils sont fonctionnels, mais OK. quand ils lisent un texte, ça leur prend beaucoup d'énergie, ça leur prend des outils pour être capable de ressortir l'essence pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de lire rapidement puis d'aller chercher l'information pour bien l'utiliser par la suite. Donc, l'alternative, c'est de créer du contenu audiovisuel, c'est ça? Moi, je dis d'y aller de façon à avoir, il y en a qui appellent ça du hybride, il y en a qui appellent ça différentes méthodes. Il faut toujours combiner, oui, il va y avoir des choses à lire, c'est parfait, des choses des fois à écouter, à voir idéalement et un être humain. Fait que, tu sais, on peut faire de la formation en ligne, admettons des capsules, des vidéos. On peut avoir des exercices pour faire pratiquer la personne. On peut avoir du contenu écrit, mais ça prend toujours aussi un accompagnement humain où est-ce que là, on va donner des explications, on va donner de la rétroaction, on va faire pratiquer la personne en direct. Et ça, c'est une super recette quand on est capable de combiner tout ensemble. Attends, on t'entend pas, il faut que tu allumes ton micro. Ouais, j'aurais dû mettre mon chandail. Ton micro est fermé. Euh, elle dit, Catherine, qu'il y a différents types d'apprenants, en fait. Oui, Est-ce que tout le tu monde apprend peux de les façon différente. identifier? Je pourrais aller dans des stéréotypes, mais c'est stéréotypé, là. Mais oui, tout le monde apprend de façon différente. Puis ça, c'est une problématique, c'est que souvent, on va enseigner comme nous, on aurait voulu apprendre. Hein? Mais pourtant, la personne à côté de nous, elle n'apprend pas nécessairement de la même façon. Je vais donner un exemple qui est un neuromythe, mais je vais le dire quand même. Tu sais, on a dans la société des gens qui sont visuels, auditifs, kinesthésiques, là. On les tous un peu de chacun, mais pour vrai, ça fait une différence. Par exemple, il y en a qui écoutent la télévision, puis il y en a qui regardent la télévision. Pourtant, c'est la même action, mais ce n'est pas les mêmes mots que la personne utilise. Fait que si elle est plus visuelle, souvent, elle va dire « moi, je regarde la télévision ». Si elle est plus auditive, elle va dire « j'écoute la télévision ». Je prends cet exemple-là pour vous dire que ça veut dire qu'ils n'utilisent même pas le même langage pour parler des mêmes choses. Au travail, ça va être le même principe. C'est qu'ils vont faire une démonstration, une explication, ils vont utiliser des mots qui leur parlent à eux,
mais qui ne parle pas nécessairement à l'autre personne. Là, si on est deux personnes qui parlent français de langue maternelle, ça va bien. Si tu prends, admettons, quelqu'un qui a appris le français, puis qui a juste appris à écouter la télévision, puis qui a regardé la télévision, il ne comprend pas ce que ça veut dire, ça ne va pas bien. J'ai pris un exemple flagrant, là, parce que la télévision, ça parle à beaucoup de monde, mais c'est même dans plein de choses. J'ai des gens qui arrivent d'un autre pays qui s'en vont en construction, puis là, on parle de pouces, puis eux autres, un pouce, ils ne savent pas c'est quoi, 2 par 4, mais là, si tu le mesures, ça ne mesure même pas 2 par 4, là. Fait que, tu sais, c'est le lexique complet qu'il faut s'assurer que la personne, elle comprend ce qu'on dit. Là, on n'a pas parlé non plus des abréviations. Si tu rentres dans une grosse organisation, comme un ministère, ils parlent en abréviation. Tout est écrit en abréviation. Fait que là, il faut réapprendre un lexique. Fait qu'il y a plein de choses à... En plus du style d'apprenant, il faut valider aussi qu'on comprend le même langage, qu'on s'en va à la même place. Que oui, il faut valider que les gens apprennent dans leur façon à eux et non pas dans la façon de celui qui est en train d'enseigner. Mais ça relève de la tâche du gestionnaire de s'arranger d'être compris de tous. Et oui, le gestionnaire d'équipe, le gestionnaire intérimaire a une grosse responsabilité. C'est lui qui, oui, c'est tout sur ses épaules. Ou sinon, on dit que c'est la responsabilité de la pauvre personne aux ressources humaines qui, honnêtement, a 150 autres tâches à faire que de faire de la formation, là. Fait que, eux autres, ils vont gérer les ressources humaines, l'accueil, admettons, puis après ça, ils les envoient dans un département, mais après ça, rendu dans un département, là, le gestionnaire, c'est lui qu'il faut qu'il s'assure que son plan soit clair, qu'il s'assure que chaque personne sache comment répondre à des questions, que le compagnon y ait les connaissances, compétences pour être capable d'accompagner le nouvel apprenant, puis que même lui, il sache comment donner des rétroactions puis faire de la formation. Ça fait beaucoup. Donc, c'est pas trop de se faire accompagner par Visionium. Et non, c'est sûr que le but, c'est qu'on soit là pour rassurer, premièrement, qu'ils ne sont pas toutes seules, leur dire qu'on comprend parce que c'est un métier en soi, là. Moi, je ne vais pas aller m'improviser dentiste, là. Si ma fille a mal aux dents, je vais aller voir un dentiste. Ça va être beaucoup plus sécuritaire de toute façon pour elle et Mhm. rassurant. Bien, c'est la même chose. Le but, c'est qu'on soit là pour être capable de rassurer les entreprises qui vont être capables de faire leur travail puis de les amener à devenir autonomes pour le faire par la suite. Et les autodidactes là, qui veulent apprendre comment performer, tu les envoies où? Tu leur fais faire quoi? Dans notre offre de service, dans le fond, on a différents niveaux. J'ai des moments d'inspiration pour ceux qui veulent venir chercher de l'inspiration puis repartir faire les choses par eux-mêmes. J'ai des outils pour ceux qui veulent, admettons, de la formation en ligne comme tu offres, pour ceux qui veulent apprendre puis faire les choses à leur vitesse de leur côté, avec des templates. Puis, on a de l'accompagnement complet pour ceux qui veulent qu'on aille analyser, qu'on aille réfléchir avec eux puis qu'on les accompagne pour s'assurer de déployer les choses de façon progressive dans les entreprises. Good. Mm. Que ça OK. prend de tout pour toutes les façons d'apprendre, surtout avec nous, là. Tu veux dire, Ben, je comprends c'est quoi l'apprentissage, fait qu'il faut qu'on ait des moyens d'aider les gestionnaires selon leur mode d'apprentissage à eux, puis le niveau de ce qu'eux autres ils désirent. ben, ça doit être difficile pour toi parce que tu as le chapeau de formatrice, de formateur, puis en même temps celui de spécialiste en intégration. Fait que tu dois avoir tendance à vouloir former les gens pour le faire à l'interne. Ouais, oui, oui. Mon but, c'est toujours de faire en sorte qu'ils deviennent autonomes. Ça, c'est toujours. Mais quand on fait de l'accompagnement, mettons ceux qui font de l'allocation de mon cerveau à moi, je leur demande, puis là, si j'ai des clients, ils vont dire c'est vrai, là, quel chapeau tu veux que je mette aujourd'hui? Parce qu'en fonction des journées puis des sujets, des fois, ils ne veulent pas toujours que je mette le même chapeau. Fait que des fois, il y en a qui veulent que je sois plus une formatrice, des fois que je sois une coach. Des fois, il y en a qui me disent là, aujourd'hui, je veux qu'on brainstorm des idées ensemble, que tu me sortes plein de choses que tu as vues. Puis d'autres fois, il y en a qui me disent là, j'ai besoin que tu me bottes les fesses pour être sûr que ça se fasse. Ça veut dire que tu as un accompagnement qui est flexible, c'est pas monolithique, Non, disons-le comme ça. effectivement. Quand on prend de l'accompagnement, c'est vraiment un où est-ce qu'on y va en fonction des besoins de la personne. Good. Ben, écoutez, c'est déjà fini, ça va vite quand on s'amuse. Et merci beaucoup, Mélina, pour tes conseils puis d'avoir été notre conférencière aujourd'hui. En passant, tout le monde, la conférence ou la discussion avec Mélina sera diffusée en différé sur la chaîne YouTube de Télétravail Académie la semaine prochaine.
Puis, nous, notre prochain rendez-vous, c'est le 7 février prochain. Pourquoi? Parce qu'en janvier, le premier mercredi, ben, on est en vacances. Fait qu'on va vous souhaiter de très belles fêtes. On vous dit à l'année prochaine et bon télétravail tout le monde. Joyeuse fête! Joyeuses fêtes. Merci, Mélina.